Bonjour, merci pour cette invitation. Je suis très heureux de revenir au Luxembourg. Alors, comme il a été dit, je dirige une société qui s'appelle The Family. The Family, on fait ça maintenant depuis 7 ans. On est à Londres, Paris, Berlin et Bruxelles depuis pas longtemps. On a préféré Bruxelles au Luxembourg, je suis désolé, comme première implémentation dans le coin. Depuis 7 ans, on accompagne des startups et on apprend plein de choses sur ce qui fait être entrepreneur. Et je pense que ce soir, ce qui est important pour vous, c'est que je partage avec vous les quelques leçons qu'on a apprises au cours de ces 7 dernières années. Alors, la plupart de ces leçons, elles sont contre-intuitives, au sens où souvent, elles choquent l'image qu'on se fait des entrepreneurs, et pour une raison assez simple, c'est qu'on a une vision très romantique de ce qu'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est surtout raconté par des gens qui n'ont jamais été entrepreneurs. C'est un peu une caractéristique de tout ce qui est nouveau. C'est souvent mystérieux, c'est souvent storytellé, et évidemment, c'est un peu comme la politique et les saucisses, il ne faut pas trop raconter les détails, sinon ça dégoûte. Pourtant, les startups, c'est un phénomène qui est global. Maintenant, tout le monde veut devenir entrepreneur. Moi, je l'ai vu au cours de ma vie, quand j'avais 16 ans et que je disais à mon beau-père de l'époque que j'étais entrepreneur, il me disait, je sais, c'est tellement dur de trouver un travail. Et aujourd'hui, il regrette que je suis plus avec sa fille. Donc, il se passe des vrais changements dans la société. Tout le monde a envie que son enfant devienne entrepreneur. Les entrepreneurs ont des statuts un peu de rockstar, avec tous les excès des rockstars. Par exemple, on l'a vu avec le CEO de WeWork, qui est un feuilleton à lui-même, qui va sans doute gagner plus d'argent sur le film fait sur lui que l'EBITDA que WeWork ne générera jamais. Donc les startups, c'est mystérieux, parce que de l'extérieur, on a l'impression que c'est dirigé par des gens fous qui ne savent pas ce qu'ils font et qui prennent des décisions irrationnelles. Évidemment, le diable est dans les détails, les gens sont rarement irrationnels. Il faut juste comprendre quelle est la structure des intérêts et qu'est-ce qui amène les gens à faire des startups. Alors déjà, à la base de tout, il y a un entrepreneur et pas des idées. La vision romantique qu'on a de la startup, c'est que tout démarre avec quelqu'un qui a une idée. Alors moi, il y a ce proverbe de Picasso que j'aime beaucoup, c'est les grands artistes copient, les génies volent. Et c'est un peu la même chose avec les entrepreneurs. Les grands entrepreneurs copient, les génies volent, au sens où quand vous êtes entrepreneur, vous vous appropriez les idées des autres et vous en faites votre idée. Souvent, avoir une idée, c'est pas très intéressant. La réalité est toujours très dure avec les idées. La probabilité d'avoir une idée qui est juste du premier coup est pratiquement de zéro. Et de ce point de vue-là, un entrepreneur se rapproche beaucoup plus d'un artisan que d'un scientifique ou d'un chercheur ou d'un homme Eureka qui trouverait une vision et qui n'aurait plus qu'à l'appliquer. D'ailleurs, si vous regardez pourquoi on a une telle vision romantique de l'entrepreneuriat, c'est sans doute parce que le cinéma a beaucoup de mal à représenter le process entrepreneurial. Si vous regardez des films comme Le Founder ou The Social Network ou etc., c'est toujours des gens qui écrivent des formules mathématiques sur un tableau en ayant l'air très profond et en se disant voilà, ça va devenir un business. Évidemment, si on montrait la vraie vie des entrepreneurs à coder 18 heures par jour en mangeant des ramen, ça serait beaucoup moins cinématographique et beaucoup moins intéressant. Alors, à la base de tout, il y a un entrepreneur et cet entrepreneur, il a des motivations. Il faut comprendre les motivations profondes de pourquoi les gens deviennent entrepreneurs. Et c'est là où, sans doute, il y a un petit conflit entre les pouvoirs publics et les entrepreneurs. Dans beaucoup de pays, les pouvoirs politiques ont commencé à être obsédés par l'entrepreneuriat, notamment en France, pays que je connais très bien, parce que c'est une bonne alternative au chômage. Entre avoir des gens qui font rien au chômage ou des gens qui font rien en tant qu'entrepreneurs, autant qu'ils soient auto-entrepreneurs. Et évidemment, cette incitation a amené beaucoup de gens à être entrepreneurs, a donné une situation où les pouvoirs publics ont pensé que aider les gens à démarrer et être entrepreneurs, c'était la chose la plus importante. De mon expérience, et la première leçon contre-intuitive de The Family, c'est que démarrer, c'est la chose la plus simple au monde. Démarrer, c'est pas quelque chose qui prend beaucoup d'énergie à un entrepreneur, parce que ça demande juste une qualité que très peu d'entrepreneurs ont, c'est le courage. Si vous avez besoin de babysitter les gens, si vous avez besoin de les tenir par la main, si vous avez besoin de leur enlever tout le risque et tout ce qui fait qu'un entrepreneur est skin in the game, eh ben déjà vous l'avez dénaturé et vous n'avez plus un entrepreneur, mais une sorte d'assisté qui ne fera jamais rien.
Et alors, c'est assez prédictif, on le voit, notamment en France sur les financements publics. Nous, à The Family, on tape très très dur sur les financements publics, non pas parce que les financements publics ont quelque chose de mal en soi, après tout c'est de l'argent, mais simplement parce que l'argent public a du mal à être considéré avec le même niveau de stress qu'un argent privé. Et ça fait que les entrepreneurs ont l'impression d'avoir de l'argent gratuit. C'est une expression qu'on entend très souvent en France. C'est pas très grave, c'est de l'argent de la BPI. La BPI, c'est notre banque publique d'investissement. Et en fait, ça crée un environnement dans lequel les entrepreneurs ne prennent pas au sérieux le fait que leur métier est de rendre leurs investisseurs plus riches qu'ils ne le sont déjà. Et cette incitation, ce skin in the game, est très très important à un écosystème entrepreneurial sain. Si vous voulez un écosystème entrepreneurial sain, il faut réfléchir à pourquoi les gens veulent devenir entrepreneurs. Alors, il y a deux grands moteurs qui aident les gens à devenir entrepreneurs. Il y a l'absence de choix et l'ego. D'un côté, vous avez tous les entrepreneurs qui n'ont pas trop le choix. Alors, par exemple, moi, je fais partie de cette catégorie. C'est une catégorie que je comprends assez bien. Je m'appelle Oussama, j'ai grandi à Tours. À un moment, si je voulais faire partie de l'élite, j'ai compris que ça n'allait pas passer par l'ENA. C'était pas une option viable. Donc, j'ai simplement commencé à gagner ma vie et à gagner de l'argent. Et j'ai commencé à faire des choses simplement pour être libre. Cette volonté de liberté, cette volonté de rébellion, elle a un impact culturel. On ne peut pas être un rebelle et de l'autre côté aimer remplir des dossiers. On ne peut pas être rebelle et de l'autre côté penser qu'on va passer sa vie à aller se soumettre et aller faire la politesse dans des cocktails. On ne peut pas être rebelle et de l'autre côté aimer tout ce que les institutions publiques et les autorités ont tendance à aimer dans l'entrepreneuriat. C'est ce que nous, à The Family, on qualifie l'entrepreneuriat bac à sable. C'est comme quand vous mettez un enfant dans un bac à sable et que vous lui dites qu'il est libre. Il est libre tant qu'il ne prend pas du sable et qu'il ne le jette pas dans la tête des parents. Dès qu'il commence à faire ça, il est un sale gosse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en France, on est une start-up nation, on parle de la French Tech, mais par contre, on ne supporte pas les VTC. On est une start-up nation, mais par contre, on a interdit la plupart des fintech. On est une start-up nation, mais on ne peut pas supporter l'idée que les blockchains remplacent les banques, etc., etc. Parce que, évidemment, l'idée de start-up est enthousiasmante, mais les conséquences de la start-up, elles, sont beaucoup plus dures. Et pourquoi ? Parce qu'une start-up, à un moment, si elle fait quelque chose d'important, si elle fait quelque chose de nécessaire, eh ben forcément, elle bute quelqu'un en chemin. Vous ne pouvez pas faire quelque chose qui change la façon dont les choses sont faites et que ça ne dérange les intérêts de personne. Le deuxième moteur pour les entrepreneurs, c'est l'ego. Alors l'ego, c'est un moteur qui est à double tranchant. Les entrepreneurs qui sont portés par l'ego, ils ont une force incroyable, c'est qu'ils mettent leur nom en jeu et ils ont envie d'être les meilleurs. C'est pour ça qu'il y a des gens qui travaillent très très dur pour être dans la liste Forbes, des 400 personnes les plus riches au monde. Vous vous doutez bien que de passer de 380 personnes les plus riches du monde à 379, ça change rien à votre niveau de vie. À moins d'être vraiment très 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 créatif, il y a un moment, l'argent, ça ne sert plus à rien. Mais en fait, il y a une force de l'ego. Être plus riche que les autres, c'est une façon plus rationnelle et objective de dire que vous êtes plus intelligent que les autres. Et cette force, elle porte le fait que des gens aient envie de travailler au-delà du nécessaire, au-delà du raisonnable, et sont prêts à mettre leur vie et leur énergie en jeu. Et c'est ce qu'on oublie souvent à propos de l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneuriat est un milieu malsain. Malsain dans le sens où l'effort nécessaire à créer quelque chose de zéro dépasse très souvent de loin le prix que les gens sont prêts à payer. Et c'est finalement ça le sujet à propos de l'entrepreneuriat. À The Family, on dit « anyone can be an entrepreneur » parce que c'est l'idée que tout le monde peut devenir un entrepreneur. On ne sait jamais d'avance qui va devenir un entrepreneur, mais très peu de gens deviennent effectivement entrepreneurs parce que très très peu de gens sont prêts à payer le prix. Alors, la deuxième chose qui porte l'entrepreneuriat dans notre monde, c'est le fait que à peu près tout ce que les entrepreneurs ont besoin sont en train de devenir des commodités. Il n'y a pas si longtemps, le monde était capitaliste parce que les porteurs de capital et les porteurs de la distribution avaient un avantage comparatif par rapport aux entrepreneurs. Si vous étiez un entrepreneur au 19e siècle, vous aviez besoin des banques. Et c'est comme ça que les banques sont devenues très puissantes. Elles sont devenues très puissantes par parasitisme. D'ailleurs, c'est en général des bons business, les parasites. Avant, on avait les banques, maintenant on a Facebook. C'est à peu près le même business model. Vous prenez une porte, vous mettez des gardes devant, et tous les gens qui passent par cette porte ont besoin de vous payer.
Sauf qu'il s'est passé quelque chose dehors. C'est qu'à force que cette porte était inaccessible, des gens ont commencé à se dire comment créer des choses sans argent. Et on a eu l'émergence de l'open source, on a eu l'émergence du fait que la plupart des choses qui étaient des capex, à savoir des investissements capitalistiques, sont devenues des opex, à savoir des coûts d'opération. Il n'y a plus besoin d'acheter des serveurs, vous pouvez louer des serveurs. Il n'y a plus besoin d'acheter des bureaux, vous pouvez louer vos bureaux. Vous n'avez même plus besoin de caution parce que vous avez WeWork qui est financé par un Japonais. Donc, tout ce monde-là subventionne la créativité. Et donc, il y a eu un retournement du rapport de force. Aujourd'hui, c'est plus les porteurs de projets qui se battent pour le capital, c'est le capital qui se bat pour quelques porteurs de projets. Et c'est ce qu'on a tendance à oublier dans le monde des startups. C'est que les startups les plus efficaces du monde utilisent très peu d'argent. Il y a une histoire journalistique qu'on vous raconte tous qui est de dire que les startups sont une gabegie. Alors, comme j'en avais marre d'entendre cette histoire, récemment, je me suis dit, tiens, on va réfléchir en comparatif. Par exemple, si vous prenez tout l'argent investi dans les startups dans un an, et que vous regardez combien ça représente du PIB américain, ça représente 0,2% du PIB américain. Le private equity représente 17,8% du PIB américain. Les sociétés tech représentent 23% du PIB américain. Donc 0,2% du PIB en investissement représente 23% de la richesse créée aux États-Unis. Et ce qui fait la différence, c'est donc pas le capital. Alors évidemment, on entend que des entreprises comme Uber ou Square ou Google lèvent beaucoup d'argent. Mais la vérité, c'est que la plupart des startups sont incroyablement capitalistiquement efficientes par rapport à leur niveau d'opération. Même si vous prenez un cas comme Uber, par exemple, qui est le cas d'école typique. Si on devait créer au 19e siècle une compagnie de taxi qui est dans 160 pays, ça aurait coûté beaucoup plus que 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros, c'est pas grand-chose comparé à la somme des investissements pour créer des compagnies de taxi dans plus de 160 pays. Et le fait que le capital soit décroissant, le fait que le coût de capital est décroissant, ça veut dire que la vraie différence entre deux projets, c'est la créativité et le savoir-faire. Et ce qui est drôle sur la créativité et le savoir-faire, c'est que ça donne une très 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 grande incitation à la singularité. Et là, c'est là où le bal blesse. Ce qu'on a compris à The Family, c'est que le succès n'était pas prédictif. Vous pouvez développer l'expérience que vous voulez. On a vu des milliers de projets. C'est 2000 candidatures par mois en Europe, The Family. 2000 candidatures par mois. Et on a compris quelque chose au bout de 7 ans, c'est qu'on ne sait rien. On ne comprend rien. Et on risque pas de comprendre quelque chose. Pourquoi ? Parce que les startups sont toujours des surprises. Ce qui marche dans une startup, c'est ce qui étonne. Si vous prenez le top 20 de The Family, dedans, il doit y avoir 19 startups où franchement, on se demande pourquoi ça marche. Alors si vous prenez les 20 startups qu'on fait faillite de façon la plus spectaculaire, je suis sûr que mon équipe trouve que 18 d'entre elles auraient dû survivre. Pourquoi ? Parce que les startups sont contre-intuitives non seulement dans la méthode, mais aussi par nature. Souvent, la part de chance, la distance entre le succès et l'échec est extrêmement mince dans les startups. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'on a besoin de laisser aux startups de la liberté, de l'espace. On a besoin de laisser les entrepreneurs pouvoir exprimer leur absurdité. On a besoin de ne pas les juger trop vite. On a besoin de créer un environnement qui ne soit pas consensuel. En clair, un environnement qui ne fonctionne surtout pas par comité et encore moins par sélection. La seule chose qui fonctionne, c'est le test et de tester les choses les plus étonnantes pour voir comment le marché fonctionne. D'ailleurs, vous pouvez faire le test tout simplement. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de Wikipédia. Imaginez-vous 6 mois avant l'existence de Wikipédia et quelqu'un vient vous dire et vous explique que bientôt, une encyclopédie va apparaître spontanément sur Internet. Elle va être écrite par des milliers d'amateurs gratuitement et elle sera plus fiable que n'importe quelle encyclopédie jamais créée dans l'histoire humaine. Si vous me dites « Ah oui, évidemment, c'est logique », bah, vous êtes soit menteur, soit fou, ce qui, dans les deux cas, peut aider dans les startups. Mais vous aurez beaucoup de mal à faire ce genre de prédiction de façon systématique. La seule chose qui peut faire que ce genre de phénomène ait lieu, c'est que vous créez un environnement dans lequel la liberté est la valeur fondamentale. Et pour que la liberté soit la valeur fondamentale, il faut pouvoir créer un environnement où le coût de l'expérience baisse,
Aujourd'hui, à The Family, on a compris quelque chose, c'est que notre mission, c'était pas de sélectionner les entrepreneurs, mais de donner à un maximum d'entrepreneurs les outils pour démontrer par eux-mêmes et par le faire qui sont les bonnes personnes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'outils qui ne fonctionnent plus. Le business plan, ça fonctionne pas parce que c'est un exercice intellectuel et c'est pas un exercice de pratique, alors que le prototypage, lui, est en train de gagner. Et la vraie séparation dans ce monde, elle n'est plus entre les gens qui pensent des business plans et qui sont créatifs par les idées, mais elle est entre les gens qui sont capables de faire et d'apprendre tout ce qu'ils ont besoin d'apprendre pour réaliser leur projet. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, Oussama Ammar, vous pouvez l'applaudir encore une fois. Qui a bravé les grèves en France. Hein. Demain, on aura les grèves en Belgique en plus. Tout va bien? Nous, on aime bien. Oussama, j'avais envie de te demander, quand on est un petit pays comme le Luxembourg, dans une compétition mondiale où certains pays ont beaucoup de moyens, ont beaucoup de scientifiques, beaucoup d'étudiants, beaucoup de porteurs de projets potentiels, comment est-ce qu'on fait pour exister? Déjà, en ne se posant pas la question comme ça. Super, c'est mon métier, les questions. Alors, je vais essayer de reformuler la question. Merci. Cette compétition entre qui sera la prochaine Startup Nation, c'est une compétition de losers. Et c'est une compétition de losers parce qu'il n'y a pas de jury qui va remettre une médaille à qui que ce soit. Et ça, c'est souvent le cas des fausses compétitions. Les gens ont l'impression de se comparer sur des indicateurs qui, en fait, ne font aucun sens parce qu'ils n'existent que pour les gens qui ont créé ces incubateurs. Le bon exemple, c'est le classement des universités de Shanghai, qui n'intéresse que les gens qui sont dedans. Aucun étudiant au monde va se dire « Ah tiens, je vais pas aller à Oxford cette année parce que ça a perdu 10 places dans le classement de Shanghai ». Alors, le sujet, il est plutôt de se dire comment on fait pour que le Luxembourg soit un endroit prospère dans les 30 années qui viennent et ne soit pas une colonie de l'Empire. C'est une question plus intéressante, en fait. Et donc, en fait, pour la plupart des pays, c'est plutôt un sujet de développement de leur singularité et de leur richesse, qui sont les gens, et de comprendre qu'en fait, on n'est plus dans un monde où il y a besoin de beaucoup de gens. La Chine est un cas assez intéressant pour ça. Parce que la Chine a un rapport brute force à la technologie, mais il n'y a rien de très enthousiasmant qui est sorti de Chine. À chaque fois que je dis ça, les gens sont horrifiés, mais c'est factuellement vrai. Il n'y a aucune technologie chinoise qui est vraiment sortie de Chine, et il n'y a pas grand-chose que la Chine a produit avec cette technique de mettre beaucoup de gens sur un problème. Pourquoi? Parce que c'est un sujet de singularité. Or, la singularité, ça commence quand on arrête de se comparer aux autres. C'est un peu comme se dire qu'on va passer des bonnes vacances parce qu'on compare ces vacances aux vacances Instagram. En fait, quand vous regardez Instagram, vous regardez surtout la capacité des gens à prendre des photos. Vous ne connaissez pas la réalité de leurs vacances. Ben, c'est un peu la même chose quand vous réfléchissez en termes de Startup Nation. C'est que vous regardez surtout la capacité des pays à se marketer, pas à faire que les gens soient prospères et heureux. Je lisais, avant que tu viennes, je relisais une interview que tu as donnée à l'Écho cet été à propos de ton installation en Belgique. Une interview qui était quand même assez dure pour l'écosystème belge, puisque grosso modo, tu disais les startups belges, c'est rien du tout. Et surtout, ce qui est plus intéressant dans la question de la singularité, c'est les pouvoirs publics ne doivent pas accompagner le mouvement, ils doivent plutôt rester à l'extérieur de ça. Du coup, comment est-ce qu'on fait à la fois pour favoriser la singularité en laissant les gens se débrouiller tout seuls dans leur coin ou Alors justement, j'imagine bien que c'est un discours qui ne va pas du tout être entendu ici. Vous avez dans un pays où le gouvernement fonctionne plutôt bien, donc vous n'êtes pas dans un pays comme la France où chaque fois que le gouvernement fait un truc, il y a un type qui se jette par la fenêtre. Mais malgré tout, méfiez-vous des illusions d'efficacité. Si je peux vous donner un conseil, c'est qu'en fait, par définition, une institution publique doit représenter tout le monde. Et c'est normal, quand on est une institution publique, de réfléchir en termes d'inclusion. Moi, j'ai une chance extraordinaire, c'est que je suis une institution privée, et donc j'ai le droit de réfléchir en termes d'exclusion. Moi, mon boulot, c'est de rejeter les gens, c'est pas d'aider les gens. Mon boulot, c'est qu'il y a des milliers de gens qui veulent nous rejoindre, et je veux en sélectionner quelques-uns. Alors, Dieu merci, la société ne fonctionne pas comme ça. C'est pas le rôle d'un gouvernement de fonctionner comme ça. Et c'est pour ça que je pense que le rôle d'un gouvernement doit être plutôt de créer les conditions de l'émergence des startups
que de s'exprimer sur la sélection des startups en elles-mêmes. Donc c'est pour ça que je me méfie souvent des pouvoirs publics, parce que le problème des pouvoirs publics, c'est qu'ils sont holistiques par nature, parce que dès qu'ils commencent à s'occuper d'un sujet, ils ont envie de tout faire, et notamment parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir, et ils ont l'impression de bien faire. D'ailleurs, les gens prennent toujours très mal quand je dis ça, parce que les gens se disent « mais pourquoi ils m'insultent ?» Mais en fait, c'est un sujet de nature. Si vous travaillez dans un gouvernement, si vous êtes fonctionnaire, je suis désolé de vous le dire, mais vous ne savez pas ce qu'est le risque. Mais c'est pas grave, c'est pas contre vous. C'est comme si vous avez jamais été à la mer et que vous avez jamais nagé, vous n'allez pas aller donner des cours de piscine. Ça viendrait à l'idée de personne d'apprendre à nager avec un type qui sait pas nager. Je comprends pas pourquoi les entrepreneurs adorent aller prendre des conseils pour aller nager auprès de types qui n'ont jamais nagé de leur vie, qui ne nageront jamais, qui en plus n'ont pas envie de nager. C'est dur, donc, donc évidemment, et je tiens à le dire, parce que je tape beaucoup sur ce pauvre gouvernement français, les premiers responsables sont les entrepreneurs. Je veux dire, si l'entrepreneuriat en France est tellement aidé par l'État, c'est parce que les entrepreneurs français passent leur temps à geindre et réclamer l'intervention de l'État. Si les entrepreneurs eux-mêmes disaient « laissez-nous tranquilles, on se débrouille très bien tout seul, merci beaucoup », l'État ferait autre chose. C'est pas comme si l'État manquait de sujets. Hein. Enfin, j'ai l'impression que peut-être qu'on pourrait profiter de cette thématique puisque Sacha est avec nous et merci Sacha d'être avec nous ce soir. Comment toi, dans le privé avec The Family, tu fais pour sélectionner les startups que finalement tu vas retenir chez toi? Quel genre de conseils on pourrait donner à un acteur qui est public? Qu'est-ce qu'il pourrait appliquer comme technique qui marche chez toi? Comment tu retiens une startup? Je viens de dire tout l'inverse quand même. En fait, je viens de dire que c'était pas possible, je suis désolé. Zut. Et je vais le reformuler autrement, comme ça peut-être que la deuxième fois... Merci, j'ai du mal. C'est la lumière. Tu vas le prendre. Mais en fait, le sujet, c'est que moi, je suis skin in the game. On n'a pas pris d'argent public, c'est mon argent. Quand je passe du temps sur quelqu'un qui sert à rien, ma punition, elle est immédiate. Et le fait que cette punition soit immédiate, ça change beaucoup l'énergie. Moi, j'ai pas de patience avec les gens parce que je me dis que mes vacances Instagram vont pas s'améliorer s'ils se bougent pas, quoi. Donc il y a quand même un alignement d'intérêts. Si tu travailles dans un gouvernement, à la fin du mois, tu as ton salaire, quoi qu'il arrive. Et c'est pas une mauvaise chose, c'est le rôle du gouvernement. Mais je comprends que les logiques sont pas les mêmes, mais c'était pas ça ma question. Ma question, c'était comment tu fais, toi, pour garder un projet? Sur quoi tu gardes un projet? Pendant ton pitch, tu disais le business plan, ça sert plus à rien. Si les mecs ne surprennent pas, ça... Justement, il n'y a pas de règle, c'est notre instinct. Et notre instinct, il est alimenté et entraîné par le fait qu'on soit skin in the game. Et le fait d'être skin in the game, ça change tout. Parce que la façon de prendre les décisions est plus la même. Elle est même plus rationalisable. Elle est fondée simplement sur le fait que si on ne prend pas les bonnes décisions, on le paye cher. Comment tu mesures ton succès à The Family ou ton échec? Nous, on a une seule métrique qui est la valeur de notre portefeuille annuel. D'accord, c'est les sociétés qui réussissent ou pas? Exactement. Ouais. Qu'est-ce que tu regardes comme développement technologie ici à Luxembourg? Ces derniers temps, on parle de nos startups qui sont actives surtout dans la blockchain et plutôt dans le domaine financier, donc les Tokenive, VNX, Appla Blockchain et tout ça. Qu'est-ce que tu regardes comme développement technologie? Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, en voyant toutes ces startups? Qu'est-ce qui te surprend? C'est ça la vraie question, c'est qu'est-ce qui te surprend? Alors moi, je suis très très mauvais client de ça, je suis désolé. Bon. Moi, la techno, ça me gonfle. Okay. Je vous le dis. En fait, on fait l'interview désagréable. non, mais la techno, la techno, ça me gonfle parce que j'ai remarqué d'expérience que la techno, ça ressemble beaucoup à la chamanerie. En général, il n'y a que les gens profanes qui sont fascinés. D'ailleurs, toute technologie a l'air d'être de la magie tant qu'on la comprend pas. Hein, c'est le principe même de la techno. Je pense que les premiers chamans sont des mecs qui ont découvert des trucs, ils se sont mis des plumes en se disant que c'était plus sympa que d'aller expliquer ce qui se passait. Parce que quand on n'explique pas, on a du pouvoir. Et d'ailleurs, les nouveaux chamans sont les développeurs qui parlent n'importe comment. Enfin, vous allez à un congrès de développeurs et vous les écoutez parler, vous leur mettez des plumes, ça devient crédible. Hein. C'est vraiment... Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens. C'est qu'est-ce que les gens ont. Par exemple, pourquoi je suis intéressé par la blockchain? La blockchain, c'est une techno nulle. C'est lent, la plupart des mecs qui les développent sont des psychopathes, etc. Mais, si vous réfléchissez d'un point de vue utilisateur, avoir une monnaie non inflationniste,
décorrélé de tout État et de toute institution, qui n'a pas besoin d'agents de confiance et de tiers de confiance, en tant que paradigme démocratique, c'est extrêmement puissant. Ça fait peur, ça a plein de problèmes. Il ne faut pas faire semblant que ce genre de changement arrive sans que des institutions sociales entières soient décrédibilisées, reconstruites. C'est des révolutions au sens le plus littéral. Mais elles sont portées par quelque chose qui se passe là. On a dans le cœur cette envie. Pourquoi Twitter, c'est tellement efficace? Parce qu'on est tous un peu mesquins. On a tous envie, en 140 caractères, de descendre quelqu'un. C'est quelque chose qui fait rêver beaucoup de gens. Pourquoi Facebook est tellement puissant? Parce qu'on est tous un peu égocentriques. Évidemment que quand Facebook nous a donné des pouvoirs pour être le plus égocentrique possible, on a trouvé ça formidable. Et d'ailleurs, on a un test à The Family, ça s'appelle le test des 7 péchés capitaux. Vous prenez 7 péchés capitaux et vous regardez si un produit améliore l'un des 7 péchés. Si c'est un péché, c'est une boîte qui vaut 10 millions. Si c'est les 7 péchés, ça vaut 100 milliards. Ça marche à tous les coups. Vous pouvez faire le test, vous verrez sur toutes les boîtes. Alors évidemment, c'est pour ça qu'il faut éduquer les gens. C'est pour ça que je pense que les entrepreneurs, quand on demande à Facebook d'aller sauver la planète, c'est stupide. Facebook va sauver personne. Ce qui va sauver les gens des fake news, c'est que les gens soient moins idiots. Et ça, c'est le rôle de l'école. Et je pense que les gens de la tech aiment bien expliquer que l'école, ça sert à rien. Je vous assure que l'école, ça sert à quelque chose. Vous allez voir, quand massivement les gens vont plus aller à l'école, on va vite le regretter, cette transition-là. Mais évidemment que les boîtes de la tech est juste un outil. Et dès que les gens commencent à être fascinés par la tech, ça donne des katas. Alors le bon exemple de ça, on a une blague à The Family, ça s'appelle l'intelligence artificielle. Alors, toutes les boîtes d'intelligence artificielle qui ne savent pas ce qu'elles font mettent beaucoup de champs à expliquer qu'elles font de l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, la plupart des gens n'ont pas vraiment besoin d'intelligence artificielle. Apple l'a vu avec Siri. Je veux dire, qui dans cette salle utilise Siri pour autre chose que le minuteur quand il cuisine? Qui est le seul cas réussi de l'intelligence artificielle de Siri. C'est de reconnaître que vous avez besoin d'un minuteur. Et l'usage, c'est quelque chose qui porte. Parce que quand vous avez besoin d'un usage, c'est d'un seul coup, la techno n'est qu'une réponse à cet usage. Et donc, nous, ce qui nous obsède, c'est de vraiment comprendre la nature humaine. Moi, je pense que mon métier se rapproche beaucoup plus de regarder dans l'âme des gens et dans le cœur des gens et de voir la différence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, parce qu'on est tous hypocrites, on a tous envie de croire qu'on est quelqu'un d'autre que qui on est réellement. Et mon métier, c'est de voir qui sont les gens réellement et de trouver des technologies qui les aident à être un peu plus eux-mêmes. Quelle est la start-up ou le projet qui n'est pas dans ton portefeuille et tu te dis merde, ça j'aurais voulu l'avoir? Il y en a tellement, mais ça c'est vraiment une comme ça pour qu'on comprenne un peu le genre de truc qui te fait kiffer, quoi. Nous, qu'est-ce qu'on a raté? Alors moi, il y a longtemps, j'ai raté Uber. Du coup, tu viens en train. Voilà, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Si j'avais investi 50 000 € dans le premier tour d'Uber, ça vaudrait 5 milliards. Je peux vous dire, je ne viendrais pas parler ici si je valais 5 milliards. Non, je rigole, je viendrai quand même. La boîte récente qu'on a eu le plus gros regret, c'est une boîte qui s'appelle Vodou, dans les jeux vidéo, en France. En plus, qui a été fondée par un ami à moi, donc c'est vraiment... Des fois, on est bête quand même. Mais je lui dis que franchement, les jeux vidéo, je comprenais rien. Mais franchement, maintenant, j'y joue beaucoup à ces jeux et je me dis que c'était pas si dur que ça à comprendre. Je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. Mais c'est le problème des startups, c'est que vous avez un type qui vous dit qu'il va faire des jeux vidéo et vous dites bah ouais. Puis après, il fait 300 millions de bénéfices l'année d'après et vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé quoi?